Parfait. Je me mets en mute. Ok. Bonjour à tous. Bienvenue sur le webinaire. On va attendre que tout le monde se connecte tranquillement. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez plusieurs possibilités pour échanger avec moi. Il y a un onglet conversation où je peux voir ce que vous dites et vous répondre. Je ne suis pas sûr de répondre à tous les messages pendant le webinaire parce que ça risque de prendre beaucoup de temps. Mais de toute façon, il y aura à la fin un temps pour les questions et pour les échanges. Je regarderai quand même de temps en temps si tout va bien sur les conversations. Parce qu'il peut y avoir des petits défauts au niveau du son et de l'image, donc vous n'hésitez pas à me dire dessus. Et sinon, il y a un onglet questions et réponses. Et donc là, si vous avez des questions en rapport avec le sujet, vous pouvez les mettre dedans et j'y répondrai à la fin. Je prendrai le temps de répondre à chaque question à la fin. Alors pour ceux qui arrivent là, je vous conseille, pour ceux qui sont sur ordinateur, donc déjà c'est mieux d'être sur ordinateur que sur téléphone, parce que sur téléphone vous allez devoir switcher entre la caméra et le diapo au fur et à mesure. Ceux qui sont sur ordinateur, vous pouvez normalement séparer la fenêtre en deux avec la caméra et le PowerPoint. Pour le début, il n'y a pas trop d'intérêt sur la caméra, mais quand je montrerai ensuite des exercices en direct, vous pourrez avoir l'écran d'un côté et l'exercice de l'autre en agrandissant un petit peu la caméra pour que tout soit bien clair. Pour ceux qui sont sur le téléphone, malheureusement, il faudra switcher de la caméra. C'est Nico. Il faudra switcher de la caméra à la tablette que je diffuserai en même temps en étant sur l'ordinateur. J'espère que vous m'entendez tous et que vous me voyez bien. J'attends encore un petit peu. Là, pour l'instant, on est déjà 74 participants. Parfait. Donc, non, je vois vos messages en petit pop-up sur mon téléphone. Donc, vous pouvez m'envoyer si ça ne va pas, si tout va bien. Et puis, on commence dans 2 minutes. Normalement, ça devrait... Je vais vous lancer juste un petit sondage là, en attendant que tout le monde soit là. Voilà. C'est juste pour les prochaines fois, si jamais je refais ça. Si jamais je refais ça pour avoir un peu des infos sur à qui j'ai affaire. Je ne sais pas si vous pouvez voter là. Ok, je vous laisse 2 petites minutes pour répondre au sondage et puis on commence. Ça laisse le temps aux participants d'arriver. Ceux qui viennent d'arriver, je disais donc, si vous êtes sur l'ordinateur, n'hésitez pas à augmenter un peu les tailles des fenêtres suivant ce que vous voulez voir. Et sur le téléphone, malheureusement, vous êtes obligé de switcher d'une fenêtre à l'autre. Il suffit de taper sur l'écran où il y a la vidéo pour voir la vidéo.
et de taper sur l'écran via le PowerPoint si vous voulez voir le PowerPoint. Et ensuite, je diffuserai aussi la tablette connectée en direct pour que vous voyez ce qui se passe sur la tablette pendant que je fais les exercices. Ok, il y en a encore une quinzaine, une vingtaine qui n'ont pas encore répondu au sondage. Je vous laisse encore 30 secondes et puis ensuite on commence. Donc ça va se dérouler en plusieurs temps. Je vais d'abord vous présenter le sujet. On va discuter je vais discuter surtout, on discutera ensemble à la fin. Je vais vous parler un peu de mon utilisation du dynamomètre sur ces pathologies de sursollicitation. Et je vais vous montrer aussi quelques exemples que j'ai pu essayer de reproduire chez moi malgré mon manque de matériel. J'ai réussi à remettre quelques situations en place. C'est un peu moins évident qu'au cabinet. Mais ça va. Et puis ensuite, on discutera sur ceux qui ont envie d'échanger un peu sur cette pratique-là et sur l'intérêt des dynamomètres connectés ou non d'ailleurs dans la rééducation. Monter un peu le son. Je suis pas sûr que je puisse monter le son. Je pense que c'est à vous individuellement. Peut-être que je peux parler plus fort. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ok. Nickel. Je vais parler un peu plus fort. Ok. Bon, bah voilà, on va commencer. Je mets fin au sondage. Je ferme ça. Tac. Ok. Alors, bonjour à tous. Je vais vérifier encore les questions. Le son est OK. Ok, impeccable. Donc, bonjour à tous. Je me présente, Paul Mitel. Je suis masseur kinésithérapeute. Je travaille principalement dans les clubs de sport. Et donc, je vais vous présenter aujourd'hui ma façon de travailler avec un dynamomètre connecté. J'ai choisi de parler un peu sur les pathologies de sursollicitation. Je vais vous expliquer un peu pourquoi par la suite, mais d'abord, je vais me présenter un peu plus globalement. Alors, hop, si ça va bien marcher, impeccable. Donc, d'un point de vue personnel, donc, je suis kiné du sport. Ça fait 8 ans que je travaille. J'ai travaillé dans différents clubs professionnels de foot, de hand et de rugby. J'ai toujours gardé une activité en cabinet libéral à côté de ça. Et je travaille aussi là depuis 1 an maintenant en centre de rééducation spécialisé dans le sport. À côté de ça, je suis formateur pour les kinés en IFMK. Et ça depuis 2 ans, sur des thèmes assez variés, principalement sur de la pratique. J'ai aussi un projet parallèle qui était de créer une chaîne YouTube et Instagram de partage d'exercices, de connaissances sur le domaine de la kiné. Et je suis consultant pour des entreprises qui innovent un peu dans le domaine de la kiné sur certains domaines comme des outils d'évaluation, par exemple, avec les dynamomètres. Les derniers projets que j'ai pu faire, c'est notamment en couverture d'un pôle élite chez Kiné Alliance Sport. C'est dans l'Essonne, et donc c'est un centre de rééducation qui a pour but d'accueillir les sportifs de haut niveau sur des périodes soit post-opératoires, soit en réathlétisation. Et donc on les a quotidiennement sur des périodes de 6 à 8 semaines avec un traitement centre de rééducation, donc sur la demi-journée ou sur la journée complète avec prise en charge infirmier, médecin, kiné, préparateur physique, tout sur place. Donc ça a ouvert depuis 1 an et je partage mon temps de travail du coup entre ce pôle élite et dans la même structure, un travail en libéral avec une équipe pluridisciplinaire de préparateurs physiques, podologues, nutritionnistes, ostéopathes et moi-même en kiné. Donc voilà pour ma situation personnelle. J'ai toujours pas mal changé de job au cours de mes 8-10 années. Donc j'ai fait des clubs, j'ai commencé dans le foot et dans le hand, et là ça fait 5 ans maintenant que je suis au rugby club Nancy-Essonne.
Pour l'instant, comme tout le monde, je suis à l'arrêt. Donc, j'en profite pour partager un peu mes expériences et mes connaissances sur certains domaines. On va donc passer aux objectifs un peu de ce webinaire, que tout le monde soit bien au courant de pourquoi est-ce que je fais ça et ce que vous pouvez attendre et ce que vous ne pouvez pas attendre de ce webinaire. Donc l'intérêt aujourd'hui, ça va être de discuter, comme j'en ai déjà parlé, de l'intérêt d'un dynamomètre connecté dans la pratique kinésithérapique et notamment sur les pathologies de sursollicitation. On va voir pourquoi par la suite. De permettre, pour ceux qui ne connaissent pas du tout aussi l'utilisation des dynamomètres, de se projeter un peu dans cette utilisation. Et dernier point, d'avoir un aperçu concret de certains exercices que je vais pouvoir vous montrer, soit en vidéo que j'ai préparé un peu à l'avance, issu de vidéos que j'avais déjà fait, soit en direct, si tout marche bien, je pourrais vous montrer un peu en direct sur des exercices sur moi-même, sur des exercices de bilan ou de rééducation, ce que ça peut donner un peu comme outil de travail. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions pour ceux qui viennent d'arriver. Ok, tout va bien a priori. Alors, on va d'abord refaire un petit point sur la sursollicitation. J'ai choisi ce sujet-là parce que c'est un sujet où il y a énormément de blessures, bon, après, notamment dans le milieu sportif, et effectivement c'est quelque chose qui est prépondérant, mais aussi chez des pathologies de non-sportifs. On sait que les sursollicitations amènent à des blessures, que ce soit sur des tissus osseux, cartilagineux, tendineux, musculaires. À peu près tous les tissus du corps humain peuvent être sujets à cette sursollicitation qu'on appelle overuse, qui entraîne donc une surcharge mécanique progressive, qui ne va pas avoir une apparition brutale, mais plutôt progressive dans le temps, et qui va s'installer petit à petit. Alors, dans la rééducation de ces pathologies de sursollicitation, on sait qu'il y a quelque chose de très important, ça va être de pouvoir quantifier le stress mécanique qui est appliqué au tissu pendant la rééducation, mais aussi pendant le quotidien de ces personnes qu'on a en rééducation. C'est important à la fois dans le traitement, mais aussi dans la prévention de la récidive ou dans la prévention des blessures, ces personnes qui ne sont pas blessées. Si vous avez, comme moi, la chance de pouvoir travailler avec des patients sains, comme je peux le faire en club sportif, c'est quelque chose qu'on va pouvoir travailler et qui est vraiment, à l'heure actuelle, très utilisé sur la prévention des blessures. Voilà. Ah oui, pour ceux qui ne peuvent pas rester tout le long du webinaire et qui voudraient le revoir, il sera disponible en rediffusion sur les chaînes YouTube de Kiné Vidéo, de K-Invent et sur Facebook, il me semble aussi que ce sera disponible en rediffusion. Donc si vous n'avez pas le temps de lire tous les textes, vous pouvez prendre le temps de m'écouter, vous relirez ça plus tard sur YouTube. Donc, tous ces tissus qui sont stressés, on sait que donc il y a un certain nombre de pressions, de forces qui sont exercées dessus, que ce soit l'activité quotidienne, que ce soit l'activité sportive ou l'activité professionnelle. Il va y avoir une accumulation de ces contraintes au cours de la journée. Ça peut être des contraintes de tension, de compression, de torsion, plein de contraintes différentes sur plein de tissus différents. Et la quantification du stress, donc ça va être de mesurer le stress exercé sur les tissus pour prévenir en fait l'apparition de blessures. Alors j'ai réutilisé un schéma de la clinique du coureur pour ceux qui connaissent, parce que je le trouve très bien fait. Et puis bah, c'est avec eux que j'ai entendu parler de la première fois de la quantification du stress mécanique. Donc j'utilise ce schéma-là que je trouve vraiment particulièrement bien fait pour bien que tout le monde se représente ce que c'est la quantification du stress mécanique et à quoi ça sert. Donc là, on peut voir sur ce schéma, je ne sais pas si tout le monde voit bien, que on a plusieurs courbes de progression dans le temps. Dans la partie que vous voyez en bas, donc le temps qui se déroule, ça peut être par exemple le temps que vous avez au cours de votre rééducation. La courbe bleue, ça va être le niveau de stress que vous allez induire
par votre éducation ou que votre patient va induire de lui-même par son activité quotidienne. Donc cette variable-là, la courbe bleue, on sait que pour arriver à progresser, il faut qu'elle soit située entre une zone où on va avoir trop petite sollicitation, donc aucune adaptation du corps, et une zone où il va être sursollicité, donc ça va créer plutôt de la pathologie, de la blessure, de la surinflammation, et on va avoir aucun effet cicatrisant et pas de progression dans notre éducation. Donc il faut essayer de se situer entre la ligne verte et la ligne rouge, là sur le schéma, pour avoir un stress sur le tissu qui est en train de cicatriser suffisant pour créer une réaction d'adaptation du corps et qui ne soit pas trop important pour ne pas partir sur de la sursollicitation et dépasser la capacité maximale d'adaptation de notre corps. En fait. Et en suivant cette courbe-là, en y allant progressivement, en mettant des contraintes répétées, progressives, mais surtout très régulières, on va arriver à faire progresser la zone minimum pour créer l'adaptation. C'est-à-dire qu'au début, il fallait une dose minimum pour passer cette zone-là et créer l'adaptation. Au fur et à mesure, comme le corps s'adapte, il faut de plus en plus de stress, mais ça permet aussi de faire que le corps s'éloigne aussi de sa zone de capacité maximale d'adaptation. C'est-à-dire que celle-ci va être de plus en plus élevée et donc le corps va supporter de plus en plus de charges au cours de la journée. Voilà, pour revenir un peu là-dessus. Donc, l'idéal, encore une fois, je le répète, c'est de solliciter le corps afin de créer l'adaptation, mais sans dépasser la limite d'adaptation maximale. Il faut rester de façon répétée dans cette zone-là et les structures vont se solidifier d'elles-mêmes et augmenter leur capacité de résistance. Alors, on sait très bien que cette ligne, ce n'est pas vraiment une ligne, ce n'est pas du tout linéaire, parce qu'il y a énormément de facteurs intrinsèques et extrinsèques qui vont entrer en compte dans la capacité du corps à supporter de la contrainte ou du stress. Par exemple, le sommeil, l'humeur, la nutrition ou encore l'hydratation, c'est des exemples courants qu'on peut donner et qui vont changer un petit peu la capacité du corps. Comment déterminer la limite maximum d'adaptation? Là, je vais venir après. Il y a une question là, comment déterminer la limite maximum d'adaptation? Effectivement, c'est le souci, c'est qu'on a toujours, mais c'est pareil pour la limite minimum, hein, c'est qu'on doit toujours essayer de trouver entre les deux. Et cette méthode de travail-là, pour l'instant, on a uniquement comme solution de tâtonner, c'est-à-dire qu'on va chercher la limite haute et si on la dépasse, on sait où elle est et il faut rester en dessous. Ou alors, on essaie d'être juste au-dessus de notre limite basse, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une progression. Et oui, effectivement, la douleur, c'est un bon indicateur pour la limite haute, mais c'est pour ça qu'on va parler justement du dynamomètre, parce que ça va nous aider à déterminer un petit peu la limite basse et la limite haute, et de pouvoir la quantifier à chaque séance, et de pouvoir la requantifier surtout à chaque fois, et d'avoir une idée précise de la charge qu'on peut mettre sur chaque séance, et orienter le patient ensuite sur les exercices qu'il pourra faire de son côté pour rester dans cette courbe de progression, en essayant de ne pas en sortir, ni trop bas, ni trop haut. Et c'est là toute la difficulté, et justement le dynamomètre va pouvoir nous aider à être sur quelque chose de plus quantifiable et de plus précis. Alors, donc voilà, concrètement, en kinésithérapie, on fonctionne, en tout cas moi je fonctionne comme ça. Il faut, dans une pathologie de sollicitation, il faut être en mesure d'identifier le tissu qui nécessite d'être soigné et donc d'avoir une adaptation de son stress, de diminuer les contraintes dessus. Donc ça, c'est notre interrogatoire du début, le bilan en kiné, les examens complémentaires qui vont nous orienter dans notre diagnostic. Ça, c'est la première chose. Trouver l'élément qui pose problème, qui a un problème de sursollicitation et qui est pathologique. Le deuxième élément, ça va être, de par nos techniques de traitement, de mettre le corps dans son ensemble dans les meilleures dispositions possibles pour supporter notre traitement ensuite et qu'il soit dans les meilleures dispositions pour supporter le stress qu'on va lui apporter pendant la rééducation et qu'il s'adapte du mieux possible. Donc ça concerne à la fois la mobilité globale du corps ou de l'articulation qui est en cause. Ça concerne la vascularisation, l'innervation, la mobilité globale du corps, des conseils qui peuvent être faits par d'autres professionnels de santé. Je pense à des nutritionnistes,
un travail de psy, un travail avec des médecins. Ça peut être très bien fait par des ostéos, des podologues aussi qui peuvent nous aider à mettre le corps dans les meilleures dispositions pour qu'il puisse travailler sur cette remise en charge progressive sans avoir des contraintes excessives liées à des anomalies autres que ce qui va être traité par la suite dans notre progression. Donc ça, c'est le début de notre traitement. Moi, j'utilise principalement des techniques de thérapie manuelle, d'étirement, de mobilisation, aussi de l'éducation thérapeutique sur la prise de conscience de ce qui est sollicitant ou ce qui n'est pas sollicitant pour le patient sur le tissu qui est en cicatrisation. Une fois qu'on a bien travaillé là-dessus, qu'on part sur des bases solides, on peut partir donc sur la troisième phase, qui est de remettre en contrainte progressivement le tissu qui a été identifié comme pathologique et de quantifier son stress. Donc là, il va falloir être très bon dans la progressivité et ça va être aussi dépendant de ce que le patient va adhérer et va comprendre du traitement. Donc, il va falloir vraiment lui expliquer cette progressivité, pourquoi il ne faut pas aller trop fort, pourquoi même s'il se sent bien, il ne doit pas sauter des étapes et essayer de revenir sur des mouvements très, très sollicitants d'un coup. Et c'est tous ces facteurs-là qui vont pouvoir permettre d'envisager quelque chose qui pourra soigner une pathologie de sursollicitation, mais sans tous ces éléments-là dans l'ordre, on aura du mal. Donc, pour continuer, les difficultés qu'on peut rencontrer en kiné pour quantifier la progression, donc j'y arrive maintenant, et quel est l'intérêt de quantifier cette progression. Donc l'intérêt de quantifier la progression, ça va être de se conforter dans notre choix thérapeutique et dans la stratégie qu'on a utilisée. Si on se rend compte qu'il n'y a pas de progression au niveau de notre capacité et la capacité du patient surtout à encaisser de plus en plus de stress, on va se poser des questions sur le diagnostic ou sur notre étape numéro 2 qui était de mettre tout le corps dans les meilleures dispositions pour encaisser le stress. Donc ça nous permet de nous conforter si tout se passe bien ou de mettre en évidence rapidement des anomalies dans l'évolution si ça se passe pas bien. Ça nous permet, en quantifiant avec un dynamomètre par exemple, d'évaluer à un instant donné la quantité de contraintes supportée par le corps. Comme on sait qu'il y a des variables extrinsèques aux patients qui peuvent faire varier sa capacité de contrainte, on peut se permettre de réévaluer à chaque séance avec des données quantitatives la quantité de stress qui peut être mise pour déclencher la douleur, par exemple. Et donc, on pourra adapter notre séance en fonction de ça. Ensuite, ça a un intérêt de quantifier la progression avec le dynamomètre pour motiver le patient dans sa rééducation, le rassurer, lui donner des objectifs vraiment quantifiables avec des valeurs numériques qui vont plus lui parler que de juste faire cet exercice-là sans douleur, puis celui-ci qui est un peu plus fort, mais il s'en rend pas forcément compte. Alors qu'avec des valeurs numériques bien définies, on va avoir du coup une quantification et une visualisation du patient qui est meilleure. L'avantage encore d'utiliser la quantification de la progression avec un dynamomètre manuel connecté, c'est qu'on va être à la fois précis, mais aussi le bilan qu'on va effectuer à chaque fois, il va s'enregistrer et on va avoir du coup un récapitulatif de toutes les données qu'on a enregistrées pour voir la progression ou non, voir s'il y a quelque chose qui se passe mal, qui va être enregistré automatiquement dans le données du patient, dans son dossier, et on va voir cette progression au fur et à mesure. Donc ça, c'est un outil qui est assez pratique au niveau gain de temps et niveau suivi du patient. Donc, on en vient un peu plus au sujet qui nous intéresse. Donc, le dynamomètre, ça permet de vérifier la bonne évolution du traitement par des bilans réguliers. Donc là, je vous ai mis à droite un bilan qu'on aurait pu effectuer. Là, c'était sur un quadriceps en extension. Il ne faut pas faire attention forcément aux valeurs. Hein, c'est moi qui les ai refaites ici parce que je n'avais pas mes données du cabinet. Mais donc, ça va permettre de nous donner des valeurs. J'ai une question. Alors, j'ai juste une petite aparté. Il y a une question de Pierre-André. Non, le dynamomètre, ce n'est pas du tout considéré comme un myosmitisme parce que c'est une prise de valeur statique. Donc, on n'est pas du tout sur une notion de vitesse constante ou de rapport de force sur les tests d'isosmitisme. C'est vraiment plutôt quelque chose de complémentaire
mais qui est déjà beaucoup moins onéreux et qui est faisable très très rapidement et dans des positions plus fonctionnelles qu'un test idiocilitisme. Et la deuxième question, Sébastien Cornu, l'intérêt d'apporter un feedback visuel via Kine Event intéressant dans la prise en charge des temps classiques pour une approche cognitive. Ouais, on va y venir ensuite à l'intérêt du feedback visuel. Je vais vous montrer les exemples. Okay. Alors, donc je disais, là, c'était un exemple de prise de données sur juste un travail de quadricep en extension à 60 degrés. Et donc, ce qu'on peut voir sur les courbes, c'est que ça nous permet d'avoir un outil d'évaluation, mais ça nous permet aussi d'avoir plus de données qui peuvent être évaluées que sur un test classique qu'on ferait en cabinet. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir évaluer au niveau, par exemple, musculaire ou tendineux, le degré de force sans douleur, l'endurance, éventuellement la réactivité, le contrôle moteur aussi. Donc ça, c'est intéressant parce que je peux avoir plus de données. Excusez-moi. Je peux avoir plus de données à évaluer et donc plus de possibilités de suivi et plus de possibilités de travail en progression. Plutôt d'être sur un seul facteur qui est la non-douleur, là je peux travailler sur une progression sur tous ces facteurs-là. Alors là, il y a des questions qui ont été posées, je pense que je vais y répondre par la suite. Alors pour la fiabilité et la reproductibilité des tests, en fait, ça dépend de vous, ça dépend des tests que vous allez effectuer, de quelle façon vous allez l'effectuer. Je vais vous montrer comment moi je fais les tests en essayant d'être le plus reproductible possible. Il y a certains que je considère comme étant pas reproductibles par quelqu'un d'autre et d'autres qui le seront. Ça dépend vraiment de la façon dont vous allez mettre en place les choses. Mais vous allez voir qu'il y a beaucoup d'outils différents qui permettent, pour les différents tests qu'on peut choisir, d'être vraiment très reproductible et d'être non opérateur dépendant. Donc là-dessus, vous allez vraiment avoir des valeurs intéressantes, notamment sur votre progression. Après, la comparaison entre ce que vous allez faire vous et un autre praticien, et du coup d'avoir des références de valeurs, ça c'est vraiment uniquement sur des tests qui sont extrêmement reproductibles avec des points fixes, mais on va voir ça par la suite. Alors, juste des petites précautions de mesure pour le dynamomètre. Donc j'ai deux petites diapos là-dessus. C'est pas très compliqué à prendre en main, mais il faut juste faire attention à certaines choses. L'importance de l'alignement entre la direction de la force exercée et le point d'attache. Il y a des schémas après qui vont vous montrer plus précisément ce que je veux dire, mais en gros, c'est juste que si votre force de traction est comme ça, il faut que le point d'accroche soit vraiment dans l'axe de... Si ça, c'est la sangle, par exemple, où j'ai accroché mon dynamomètre, ou alors ma main qui a un point de pression comme ça, il faut qu'elle soit vraiment parallèle au sens de la force exercée par le membre. Je vais vous montrer un petit schéma qui sera plus parlant après. Et ensuite, c'est l'importance de la position du capteur. Il faut qu'elle soit vraiment située à un endroit qui soit reproductible, avec des points de repère bien précis, parce que si vous changez le point d'attache ou le point de contact, forcément, vous allez changer les valeurs de force parce que vous changez le bras de levier. Donc là, deuxième petite diapo. Tout le monde voit bien les diapos et arrive à lire. Hein. Je ne vais pas redemander, mais... Donc là, sur cette diapo-là, je détaille un peu plus sur cette histoire d'alignement. Voilà, vous voyez que sur le premier schéma, essayez de poser vos questions plutôt dans les questions-réponses, comme ça je peux les voir. Parce que sur le texte, ça va défiler, je n'aurai pas de notification à chaque fois. Donc là, sur les points d'attache, donc schéma qui me semblait assez clair, c'est que vous voyez là, le dynamomètre, c'est l'espèce de petit double mousqueton qui est au milieu. Il est sanglé à une table et il faut que cette sangle et le dynamomètre soient vraiment dans l'axe de la force exercée par la jambe. Donc là ici, du quadriceps qui vient pousser la jambe vers l'avant. Donc il faut que la direction de la force exercée soit alignée avec celle
du point d'attache et du dynamomètre. Sur le deuxième schéma, le dynamomètre est horizontal alors que la force exercée avec une pente de 30 degrés vers le haut. Donc forcément, on ne mesure qu'un certain vecteur de cette force et pas cette force complète. Donc on a, pour une force exercée de 100 kg, on va capter que 86,6 kg sur le dynamomètre. Donc en soi, ça ne pose pas de problème si on effectue toujours la manœuvre de la même façon et si on n'attache pas d'importance à la force développée en tant que telle. Mais ça aura une importance si on veut le faire de façon précise et si on veut avoir une donnée quantifiable précise de la force exercée par le muscle. Donc ça, c'est à vous de voir de quelle façon vous utilisez les données que vous allez recevoir du dynamomètre. C'est juste pour une progression, pas de problème, tant que vous êtes toujours de la même façon. Si vous voulez être vraiment précis, il faut faire attention à la façon dont vous posez votre dynamomètre. Ça serait équivalent à si je posais ma main devant la jambe de l'autre côté avec un dynamomètre manuel, ce serait exactement la même chose. Il faudrait que je sois vraiment perpendiculaire à la jambe, donc au tibia, pour avoir une donnée de force qui soit cohérente et pas horizontale, pour avoir seulement un des deux vecteurs de la force exercée par le quadriceps. Donc voilà pour les petites précisions. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. J'ai d'autres questions qui sont arrivées. Oui, bien visible. Ok. Peut-être que je tape. Ok. Alors, diapo d'après. C'est une première vidéo que je vais vous montrer. Donc là, pour ceux qui avaient ma tête en vidéo, vous pouvez agrandir l'onglet avec la vidéo. Donc là, c'est une première vidéo justement d'un test qui est pour moi assez reproductible parce que vous allez avoir un point fixe, vous allez le voir pendant la vidéo. Donc je coupe mon son pour pas faire doublon et je vous lance la vidéo. Pour faire un bilan d'épaule, on va ici utiliser un accessoire, le wall bars, sur lequel on a fixé le muscle controller pour venir créer un point fixe et pouvoir venir pousser dessus lors de nos bilans d'épaule. Donc on va commencer par un bilan sur l'élévation sagittale. On va venir demander au patient de poser son poignet sur le muscle controller et de venir pousser en élévation pour voir la force qu'il peut mettre et on comparera à l'autre côté. Donc on va commencer l'exercice. On va le faire sur 3 répétitions, maintien 5 secondes par répétition. Ok? Est-ce que tu es prêt? Ouais. Allez, on est parti, go! Tu pousses fort, encore. Tu maintiens, relâche pas. Ok, on relâche. Une deuxième. Allez, go! Encore. Tu pousses. Et relâche. Ok, une dernière. Allez, tu pousses. Encore. Allez. Et relâche. Les omoplates fixées dans le dos. Et on pousse vers le haut. T'es prêt? Allez, go. C'est parti. Encore. Pousse. Et relâche. Une deuxième. Allez, on est parti. Allez. Pousse. Encore. Maintiens. Une dernière. Allez, go. Encore. Tu maintiens. Allez. Ok, relâche. Ok, donc là, c'était un exemple d'exercice d'évaluation en élévation antérieure, en pronation. Je vais vous montrer ensuite après, il y aura d'autres façons de le faire. Donc là, c'était juste une évaluation sur un point fixe avec jambe droite, épaule droite, épaule gauche. L'accessoire est fourni. Voilà, ça dépend de ce qu'on achète en fait. Comme accessoire, il y a tout qui est fourni. Voici, si on veut avoir des possibilités de points fixes, on peut en faire. Et ça, c'était donc un dynamomètre normalement qu'on tient à la main, qui était sur la vidéo. Et là, je l'avais fixé sur un demi-espalier pour avoir vraiment un point fixe et pas avoir besoin de contrer la force développée, même si sur un bras, à bout de bras, ça ne pose pas trop de problèmes. Sur d'autres mouvements, ça peut poser des problèmes. Donc voilà pour un premier exemple
d'exercices de bilan qu'on peut faire avec l'épaule. Je vous en montrerai d'autres après en live, ce sera un peu plus parlant. Tac, 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 tac. Ok, donc ça c'est pareil, ça correspond pas à la vidéo qu'on a fait juste avant, mais ça pourrait être le résultat de ce qui a été donné en direct par le dynamomètre. Vous auriez ce résultat-là, par exemple, avec là, du coup, un déficit important, c'est encore sur un quadriceps ici, mais on peut le transposer au mouvement d'épaule qu'on a fait tout à l'heure. Donc là, si on veut comparer juste une force maximale ou une contraction infradouloureuse à droite et à gauche, parce que le patient peut être limité soit par un manque de force, soit par une douleur qui est apparue. Donc ça, c'est propre à chaque test. On ne peut pas savoir à l'avance ce qu'on va trouver, mais en tout cas, il y a un déficit qui est dû soit à une force intrinsèque du muscle, soit à une douleur qui est apparue qui l'empêche de contracter. En tout cas, il y a un différentiel entre le membre gauche et le membre droit. Donc ça vous le donne en direct tout de suite, et ça vous le note, et ensuite vous pourrez faire une progression, par exemple, sur ce type d'évaluation. Juste une évaluation avec un déficit simple, côté droit par rapport à côté gauche. Donc, l'intérêt de faire des tests de douleur avec une notion de force, on verra des exemples après sur la pubalgie et sur les épaules, c'est qu'habituellement, on retrouve des tests qu'on fait, que ce soit pour les épaules ou pour autre chose, qui sont surtout basés sur des critères de douloureux ou pas douloureux. Donc, on a réponse au test, je le fais, je n'ai pas mon PAMNOP test ou mon test de serrage des adducteurs, positif, pas positif, et j'ai pas vraiment de finesse dans ce diagnostic et dans ce test. Je sais juste si oui ou non il est positif. Là, quand on rajoute une notion de quantification de la force, on peut quantifier la force à laquelle la douleur se déclenche. Donc, on va avoir une finesse dans l'évaluation de mon test, et donc une multitude. On prend la moyenne des 3 essais. Je vous parlerai un peu des résultats des tests et tout après. Tu as plusieurs onglets. Je réponds à une question là qui était de demander. Je ne sais pas si vous voyez les questions, mais il y a une question qui t'est demandée sur les 3 essais de la vidéo. Quelles mesures on prenait. En fait, tu peux avoir toutes les mesures. Tu peux avoir toutes les mesures que tu veux. Tu as plein d'onglets avec toutes les valeurs. C'est à toi de voir avec ce que tu utilises. Généralement, moi, j'utilise la force moyenne. Qui est pris en compte sur les essais. Après, s'il y a des essais qui ont été mal faits, je peux les retirer. Comment est réglé la sangle attachée au dynamo? Combien de kilogrammes? Ouais. Encore une fois, sur les réponses, sur la mise en place, on verra ça tout à l'heure. Donc, avec l'ajout du dynamomètre, je peux quantifier un peu plus, de façon un peu plus fine, le résultat de mon test, et je peux avoir des évolutions autres que test négatif ou test positif, et je peux avoir un test positif, mais qu'à partir d'une certaine valeur de force, ou un test négatif jusqu'à une telle valeur de force. Et là, ça va être un peu plus progressif du coup dans l'évaluation et dans les résultats du test qu'on aura choisi. Alors là, c'est une deuxième vidéo où justement je vais vous montrer là sur un protocole pubalgie. Je n'ai pas retrouvé des vidéos pour tous les tests que j'effectue habituellement dessus, ni exactement dans la façon dans laquelle je les fais actuellement. Là, l'intérêt des tests que je fais, c'est des tests que je veux très rapides et surtout savoir à peu près à chaque séance où en est mon patient au niveau de la douleur et quelle force il peut le mettre sur les différents exercices que je lui demande sans avoir de douleur. Donc, je vous montre la vidéo. Je coupe mon micro. Donc dans cette vidéo, je vous montre comment concrètement j'effectue un bilan avec un dynamomètre connecté. Donc le but c'est d'enregistrer des valeurs de force ou des valeurs infradouloureuses sur différents groupes musculaires. Par exemple, ça peut être utilisé ici pour une pubalgie. Donc je vais commencer par dans ce cas-là, une évaluation des muscles adducteurs, jambes tendues avec une distance d'un avant-bras entre mes deux jambes. Je prends un repère
de position juste au-dessus de mes malléoles internes. Là, je l'effectue en superposant ma main avec un avant-bras. Je peux aussi tout simplement le faire avec un avant-bras avec la main d'un côté et le coude calé sur l'autre cheville, pour être sûr de vraiment utiliser et de calculer la force de serrage des deux jambes en même temps. Je peux lui demander un serrage maximal si elle n'a pas de douleur, ou bien un serrage infradouloureux en évaluant avec elle une douleur inférieure à 4 sur 10, et je pourrais le faire reproduire au cours de l'évolution de sa pathologie. Un deuxième exemple de test, là c'est toujours pas par exemple sur une évaluation de nombre inférieur ou sur une pubalgie, encore une fois. Je fais la même chose, mais là je vais faire un test unilatéral et je le ferai droite et gauche sur une force en résistance sur le psoas ou fléchisseur de hanche, parce qu'il peut y avoir un peu de droit fémoral, mais c'est surtout le psoas qui est en jeu ici. Et pareil, je peux lui demander une force maximale ou une force infradouloureuse si je sais qu'il y a des douleurs, pour calculer un peu l'évolution de sa pathologie, voir si elle peut résister de plus en plus fort sans douleur, ou bien juste sur un calcul sur un bilan initial, voir s'il y a un déficit au niveau du psoas d'un côté ou de l'autre. Donc ici, je fixe bien mon bassin avec la jambe contralatérale, je mets le genou à l'aplomb de la hanche et je lui demande une résistance en ramenant le genou vers elle. Je le fais comme sur un break test, c'est-à-dire que je vais chercher à tirer suffisamment fort pour que je sente qu'elle commence à lâcher, et ensuite je lui demande de maintenir bien la position. J'effectue ce mouvement-là des deux côtés. Une fois que j'ai effectué 3 répétitions d'un côté, j'effectue 3 répétitions de l'autre. Et ça me fait comme ça un bilan rapidement fait sur le muscle psoas en 1 minute 30 à peu près. Une fois qu'on a l'enchaînement qui vient en tête, ça va vraiment très très rapidement. Et puis comme la tablette enregistre tout automatiquement et que je peux créer un protocole pour enchaîner tous mes tests, c'est vraiment très rapide et très reproductible. On ne perd pas de temps et on sait vraiment qu'on a un bilan quantitatif qui va être donné. Troisième test là, que j'ai mis dans cette vidéo, c'était le test pour le grand fessier. C'est toujours le même principe. C'est à vous de choisir la position dans laquelle vous voulez le faire pour que ce soit le plus reproductible pour vous possible et que vous soyez le plus à l'aise. Donc là, moi j'ai choisi de positionner mon patient sur le ventre, genou fléchi à 90. Là, je suis en flexion dorsale et je mets ma résistance à l'aplomb du talon dans l'axe du tibia. Et je vais lui demander de maintenir le genou légèrement décollé de la table. Et pareil, ce sera un break test. Je n'appuie pas si je sens qu'elle vient lâcher la jambe vers le sol. Je lui demande de rester en suspension et de mettre la force maximale. Résistance sur 5-6 secondes, suivant vos protocoles. C'est à vous de choisir. Et surtout, il faut que ce soit reproductible. Et donc j'évalue ici si, pareil, il y a une douleur ou un déficit du muscle grand fessier principalement, aussi ischio-jambier en gros, sur le mouvement d'extension de hanche. Sur le protocole complet, j'ai pas les images pour tout, mais je rajoute la force de serrage des adducteurs en genou fléchi. Je rajoute aussi la force d'élévation jambes tendues, donc allongée sur le dos, jambes tendues, levé vers le ciel, et la force de serrage en croisé, une main qui vient presser contre le genou en contralatéral, comme si je venais faire des obliques, pour tester donc les abdominaux et le psoas de façon croisée sur la jambe croisée, et je le fais des deux côtés. Ok, donc j'ai pris pas mal de questions là pendant la vidéo. Je vais essayer de les reprendre une par une. Alors effectivement, la force que je mets en opposition va faire forcément varier la force mesurée. C'est pour ça que ce texte-là, c'est pas le test le plus reproductible, notamment d'un opérateur à l'autre. Mais là, j'essaie d'être le plus fixe possible. Et c'est une question d'habitude ensuite à faire, mais c'est pas les tests qui sont les plus reproductibles et les plus précis. Et évidemment, d'avoir un point fixe, comme je vous le montrerai après sur les tests d'épaule, c'est beaucoup plus fiable, et c'est comme ça que je les fais maintenant. Même pour le psoas, j'utilise une sangle et je demande de tracter sur le genou, mais je n'avais pas de vidéo de ce type d'exercice-là et c'est un peu compliqué de les faire chez moi. Donc oui, effectivement, ça c'est bien pour faire des tests rapides et surtout quand il y a des gros déficits entre la jambe droite et la jambe gauche, et pour évaluer si la contraction est douloureuse, et si elle est douloureuse, à quelle valeur cette douleur arrive. Mais pour un bilan plus précis, il faudra le faire avec un point fixe.
Alors, il y avait quoi d'autre? Tac. Y a-t-il des normes en fonction du poids dans la littérature? À ma connaissance, sur des dynamomètres comme ça fixes, il n'y a pas de normes connues. Donc, c'est vraiment pour quantifier la charge qu'on met par rapport à la douleur et pour faire une progression. Il y avait, je crois, des questions sur comment régler la sangle du dynamo. Ça, j'ai répondu. Et... Je crois qu'il y avait une question sur le fait de mettre en porte-à-faux avec une articulation en plus que j'ai dit tout à l'heure. En fait, ça dépend des tests. Sur le serrage des adducteurs, je fais les deux. Là, la vidéo n'était pas complète pour le testing Belgique, mais je fais un serrage jambe tendue et un serrage genou fléchi. Je fais les deux parce que ça ne met pas en jeu les mêmes adducteurs. Et puis, des fois, on a plus de douleur dans une position que l'autre. Donc, j'essaye d'être le plus reproductif possible sur les deux. Et pour l'épaule, c'est une question de confort. Sur une question de confort, le fait de pousser avec le coude vers le haut, c'est un peu plus difficile et c'est moins gérable au niveau de la position pour le patient. Donc j'ai choisi de le faire comme ça, mais effectivement, on pourrait, si on trouve une bonne position, le faire en appui directement sur le coude pour ne pas avoir le porte-à-faux avec l'avant-bras et le coude entre les deux. Est-ce que la force du bras aussi peut être prise avec une sangle William? Oui, on peut. Ouais, on peut tout à fait. Il y a énormément de tous les tests qu'on peut quasiment les faire avec une sangle fixe, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Alors. Tac. La littérature parle de MEC test, contraction du patient. Ouais, c'est ça. Ouais, effectivement. Là, dans la vidéo, je parle de break test, mais effectivement, on peut l'appeler MEC test. Contraction du patient contre le dynamo en isométrique. Alors ça, c'est surtout valable quand le dynamo est bien fixe. Là, effectivement, moi, je suis obligé de mettre une contrainte dans l'autre sens. Donc, c'est entre les deux. Mais si mon dynamo est bien fixe, on peut parler de neck test, effectivement. Je ne sais pas si j'ai tout répondu, mais je reviendrai à la fin sur ceux auxquels je n'ai pas répondu. Éviter les blessures pendant le test, est-ce que tu fais un échauffement? Ouais, je fais toujours un échauffement. De toute façon, mes séances commencent toujours par un échauffement des membres concernés, que ce soit au winch pour le membre supérieur ou au vélo pour le membre inférieur. Mais ils sont toujours échauffés. J'essaie de faire le même protocole d'ailleurs pour pas que ça fasse varier trop mes résultats de test. Mais j'essaie que ça soit reproductible aussi sur mon échauffement. Donc ça, j'ai répondu. OK. On continue, je reviendrai sur les questions un peu plus tard. Hop là. Alors là, cette diapo-là, c'est pour vous montrer sur l'évolution avec des tests et des retests effectués là, c'est tous les 4-5 jours à peu près. Ce que ça peut donner une évolution avec un dynamomètre connecté et du coup le bilan qui se fait automatiquement en corrélation de ça. Donc là, on est sur un test sur un patient qui était blessé à l'ischio-jambier à gauche. Il avait été testé, c'était en club, donc il avait été testé avec le dynamomètre. Donc là, l'avantage sur ce test-là, c'est que j'ai une valeur de référence qui était donc de 44 kg à droite et de 40 kg à gauche. Et ensuite, il s'est blessé, du coup, avant l'envoi, je ne sais pas si vous voyez les dates, mais avant le 15 mars, il s'est blessé. Et ensuite, donc on a retesté à partir du moment où il a pu être testé, donc au-delà du 3e jour, sachant que la valeur à gauche correspond à une valeur infradouloureuse. Et ensuite, on reteste au fur et à mesure où en est cette valeur infradouloureuse, quelle force il peut développer. Et on voit cette progression vers le retour à la norme, sachant qu'on connaissait la valeur de norme de 40 kg du côté gauche. Donc, on essaiera de retrouver cette valeur-là. Sachant que, bien sûr, ce n'est pas l'intégralité de mon traitement, ça peut être juste de remettre en condition là-dessus. Il va falloir trouver pourquoi ce patient s'est blessé. Donc, ça, c'était toutes les parties avant le traitement de remise en charge qui vont nous amener à cette conclusion. Là-dessus, on voit aussi donc, le déficit qui diminue. C'est la partie qui est orange pleine là derrière.
il a eu un déficit jusqu'à 87%. Et donc là, sur les derniers tests, il n'était plus qu'à 47% de déficit. Donc ça aussi, tout ça s'est fait automatiquement par le logiciel de votre dynamomètre connecté. Donc un gros intérêt là, sur une pathologie qui peut être de sursollicitation. Hein. Sur un ischio-jambier, on peut très bien avoir une lésion due à de la fatigue ou une surutilisation de l'ischio-jambier due à une faiblesse, par exemple, ou un mauvais schéma moteur ou une activité qui a été trop intense à un moment donné ou trop répétitive, un changement de rythme d'entraînement. Donc ça, c'est une pathologie de sursollicitation qui typiquement peut être très bien suivie avec un dynamomètre connecté en le retestant sur un exercice bien précis. Là, c'était sur du statique, genou à 45 degrés, que je l'ai effectué. Voilà. Alors, d'autres possibilités en rééducation que je ne vais pas énormément développer aujourd'hui, mais je vais vous montrer quand même des petites vidéos par la suite. Ça peut être de quantifier la charge purement sur du renforcement musculaire, ça peut être sur un patient qui n'est pas blessé, et de voir pour travailler sur des exercices spécifiques, de travailler un certain pourcentage de charge. Ça, on y reviendra après, je vais en parler, je vais faire une petite anecdote sur le BFR. Donc ça, c'est une première possibilité. Ensuite, on peut travailler sur des exercices ensuite en rééducation, un peu sur du bilan, avec une certaine cible à atteindre pour le patient ou à maintenir si on veut travailler sur des temps plutôt en endurance ou en gainage. Donc, je vais vous montrer après dans la petite vidéo ce que ça peut donner. Donc des cibles à atteindre. Et on peut travailler aussi sur du contrôle moteur parce qu'on peut se servir de la tablette comme un biofeedback. Il y a même des exercices spécifiques qui sont prévus à cet effet que je pourrais vous montrer par la suite. Donc là, 3 autres façons de travailler autrement que pour le bilan. Alors, donc je vous montre les petites vidéos au niveau possibilités que vous allez avoir sur différents exercices. Alors, donc le premier exercice, ça va être là juste un exercice en rééducation sur une pubalgie que je fais. Donc c'est juste, j'ai calé mon avant-bras en placé de genou, j'ai calculé sur son bilan la force qu'il pouvait mettre sans douleur et je vais lui demander là sur un certain nombre de séries et de répétitions, de venir retrouver cette zone infradouloureuse que je peux faire aussi évoluer au cours de l'exercice. Et donc, je vais déterminer un protocole avec 10 répétitions, 5 séries de renforcement, avec une cible à atteindre sur son serrage des adducteurs, avec donc une progression en fonction de sa douleur que je réévaluerai sur des bilans tests en début de séance. Et on adaptera en fonction de l'évolution. Donc là, vous voyez le dynamomètre connecté qui s'agite en même temps. Deuxième exercice là, c'est un exercice en autonomie, là, le patient a la tablette dans les mains. Et c'est un exercice d'endurance, c'est sur un croisé là, opéré. Et donc, je fais travailler en endurance les ischio-jambiers, en gainage dans le TRX, avec la tablette qui lui donne en fait la charge que lui va mettre dans les sangles. Et donc, en suivant la position dans laquelle le patient se met sur son exercice, donc là, vous voyez, je lui demande de se maintenir dans la zone verte. Et il va faire varier en fait la quantité de poids qu'il met dans le TRX en se positionnant plus ou moins près du TRX. Et donc, pour vérifier qu'il est sur la bonne cible et qu'il y a bien une progression par rapport aux séances d'avant, ou bien que ça stagne ou que ça régresse en fonction de ses douleurs, eh bien, je lui demande de stabiliser dans la zone cible. Donc là, on était sur un exercice qui durait 30 secondes, où il devait se maintenir en gainage au niveau des adducteurs. Donc ça, c'est une autre utilité qu'on peut avoir avec un dynamomètre connecté. Là, en gros, le dynamomètre, je ne sais pas si on le voit sur la vidéo, mais il est connecté en haut du TRX. Là, vous voyez, c'est la partie orange là, qui est en haut du TRX. Et donc, il capte la tension qui est mise dans la sangle. Et ensuite, là, dernier exemple, c'est encore sur un croisé. Et là, c'était sur un travail plus dynamique en sollicitation des ischios et en contrôle moteur. Hop là. Donc là, sur une contraction avec un élastique sur les ischio-jambiers. Et donc là, on est sur un travail dynamique et j'enregistre en fait à chaque répétition sa force moyenne et la force maximale qui est développée par l'ischio-jambier, qui est aidée bien sûr par le fessier sur ce mouvement-là. Mais ça me permet de quantifier la charge et de voir son évolution et savoir si elle peut supporter une charge plus forte, un peu douloureuse.
mais sur des exercices dynamiques. Voilà plusieurs exemples que j'ai pu vous retrouver. Hop là. Alors, il y a quelques questions peut-être encore pendant la vidéo. Alors, au niveau des tests douloureux, ouais, généralement, je considère qu'au-dessus de 4 sur 10, c'est une douleur. Donc, je demande aux patients de rester en dessous de 4 sur 10 au niveau de la douleur. Vous avez trouvé des correspondances avec la RM pour appliquer un renforcement musculaire ciblé. Alors, on peut calculer, de toute façon, la RM, c'est dépendant du mouvement qu'on fait. Donc, effectivement, on peut travailler sur la RM d'un mouvement qu'on aura choisi. Par exemple, avec une sangle rigide, je viens faire une traction maximale sur un certain mouvement. Et ensuite, je peux calculer avec un élastique à combien de pourcentage par rapport à cette RM je suis. Et donc, déterminer si je veux travailler avec cet élastique-là ou un autre, ou alors si c'est avec des sangles rigides, je lui demande de venir travailler dans une cible en fonction de mon objectif de renforcement. Effectivement. Je ne sais pas si c'est la question. Est-ce que le déficit en isométrique se retrouve automatiquement en dynamique? Si oui, dans le même ordre de grandeur, ou ici une relation entre l'iso, l'excentrique, l'iso concentrique? Alors, généralement, oui, ça se retrouve quand il y a un déficit en statique. Après, l'ordre de grandeur, j'en ai pas particulièrement. Encore une fois, c'est assez compliqué d'avoir un ordre de grandeur parce qu'il y a une quantité infinie de tests qu'on peut faire en statique, suivant la position du patient, le point d'appui, les bras de levier, quel matériel on utilise. Donc, c'est difficile d'avoir une corrélation et un ordre de grandeur. Je n'ai pas la réponse à cette question. La quantification de la charge sur un exercice dynamique se fait sur quelle phase de l'exo? La quantification de la charge, elle se fait sur l'exo global en fait. Ce que je veux savoir, c'est si à la fin de ma séance, où il a eu cette charge-là, c'est-à-dire que je sais que sa force moyenne sur l'exercice était de 4 et que sa force maximale était de 8, est-ce que après la séance, le soir ou le lendemain, est-ce qu'il a ressenti des douleurs au-delà de 4 sur 10? Et si c'est le cas, je sais qu'une séance de ce type-là, avec une force moyenne à 4 et une force max à 8, c'était trop à ce moment-là, que c'était au-delà de sa charge, ou bien s'il a eu aucun ressenti, aucune courbature, rien du tout, pas d'inflammation, je sais que je peux progresser, que je peux à la séance d'après travailler un peu plus fort. Donc, je quantifie la totalité de mon exercice. Je peux regarder tous les paramètres et ce qu'il faut, c'est l'adapter après en fonction des réactions du patient. Pour le renforcement sur la pubalgie, vous déterminez d'abord le seuil de douleur, puis le renforcement, vous travaillez en dessous de la douleur dans 5 minutes. Ouais, c'est ça. Je détermine les seuils de douleur et je travaille juste en dessous ou à la limite ce que je montrais au début dans le schéma de la clinique du coureur. Il faut rester dans la zone intermédiaire. Ok, j'essaie de continuer et puis je finirai de répondre aux questions après. Alors, là, c'est des imprimés écran de la tablette en biofeedback. Je vous la montrerai en direct après, mais c'est juste pour parler un peu de ce mode de contraction-là, qui est donc travailler sur le contrôle moteur. Ça fait varier un peu le mode de contraction parce que il doit s'adapter en fonction de ce qui arrive à l'écran. Et donc, on piège un peu le muscle. Il n'est pas préparé à savoir combien de temps ça va durer, quelle contraction, si ça va être rapide, lent, si les variations vont être importantes. Donc, on piège un peu le muscle. Et puis, c'est assez ludique et ça motive pas mal les patients souvent à travailler, à changer un peu de leur routine de travail. Ils font la leg extension de la presse et du squat avec toujours les mêmes contractions, toujours les mêmes séries et les mêmes répétitions. Donc, ça peut être intéressant, sachant qu'en plus, en le connectant à la tablette, j'ai une possibilité de quantifier donc, la quantité de travail qu'il aura effectué pendant son exercice ludique, même si lui ne s'en rend pas compte. Je vais avoir une charge de travail qui va correspondre à ce qu'il a fait. Hop. Je réponds à une dernière question. Ouais, pendant l'exo, c'est en live, vous allez voir là. Tout est en live, donc vous allez pouvoir peut-être mieux comprendre là, avec le live que je fais. Est-ce qu'on peut intégrer dans le bilan une notion de répétition? Dans le bilan, tu intègres ce que tu veux.
Tu fais le bilan que tu veux, c'est toi qui détermines quel exercice tu veux mettre dans ton bilan. Ça peut être des exercices statiques, ça peut être des exercices maximaux, ça peut être des répétitions. Tu fais ce que tu veux dans ton bilan et tout sera enregistré de toute façon et à toi de le faire évoluer ensuite au fur et à mesure. Pour évaluer, il y a des gens qui sont calés. Ok, alors on passe à la suite. Donc, là, on va parler un peu de l'épaule parce que c'est l'exemple que j'ai choisi de vous montrer parce que c'était assez simple de le faire tout seul. Donc, je vais vous tester, on va faire un petit test en direct et ensuite des exercices pour une pathologie d'épaule. Donc, je refais un petit point sur les épaules et puis ce que j'ai choisi. Donc, on sait que les tests d'épaule actuellement sont peu fiables pour diagnostiquer une pathologie. Par contre, on sait créer des douleurs chez le patient avec des tests d'épaule. Et on sait que l'évolution de ces tests, s'ils deviennent non douloureux, peut signer une amélioration de notre pathologie. Donc, même s'ils ne signent pas une pathologie bien particulière, ils peuvent être un voyant de l'évolution de notre pathologie. Donc, on peut utiliser ces tests-là dans ce but-là. Et l'évolution de la douleur et de la force sur les différents tests, ce sera un bon marqueur de la progression du patient. Le test, vous pouvez choisir soit avec des tests qui sont décrits dans la littérature, comme le Palmet test, le MCAN, le FULCAN, mais vous pouvez très bien choisir des mouvements qui sont propres à votre patient. Par exemple, le mouvement pour lequel il consulte, un mouvement qui est douloureux pour lui, vous pouvez le tester et vous pouvez quantifier la force qu'il met sur ce mouvement-là et voir si elle évolue sans apparition de douleur au fur et à mesure de votre pathologie. Ça, c'est pas un problème. Vous pouvez écrire un test par patient. On fait comme on veut. Tant que c'est reproductible au fur et à mesure de votre éducation, c'est pas un souci. Ce qui compte, c'est de faire un test, de quantifier l'apparition de la douleur ou non, ou quantifier juste un déficit de force et de voir s'il y a une évolution. Donc là, on va basculer sur un petit exemple en pratique. Donc, vous pouvez éventuellement rebasculer sur hop, tac. Non. Je bouge juste 2 secondes. Je prends 2 secondes pour partager mon écran de tablette sur mon ordinateur. Ensuite, je vais vous montrer. C'est pas ça que je peux faire. Tac. Donc, on va partir sur un protocole de renforcement de bilan d'abord, sur 4 tests que j'ai choisis pour l'épaule. Je vais vous montrer, j'ai pré-enregistré un protocole. On peut enregistrer des protocoles sur les tablettes. Et donc, j'ai pré-enregistré un protocole. Ici. Donc, voilà. Là, je vais vous partager l'écran de ma tablette. Voilà, normalement ça va apparaître. Voilà. Alors, donc ça c'est l'application qui va avec votre dynamomètre connecté. Il y a encore quelques petites questions. Il y a trop de questions là, je peux pas répondre à tout. Okay, ça fait déjà 1 heure. Allez, on est parti sur un petit travail donc de test d'épaule. Là, j'ai préparé mes outils à côté. Donc là, je vous montre sur la tablette. Il suffit juste donc, de créer une fiche patient. Ensuite, une fois qu'on est dans la fiche patient, on a plein de modes différents là à côté. Des modes d'évaluation, d'exercice, de jeu, de protocole. Et donc là, j'ai créé un protocole pour l'épaule. Qui est ici. Tac. Donc voilà, j'ai pré-créé le test. Donc le protocole, l'intérêt c'est que sur ce protocole-là, du coup, je vais pouvoir enchaîner tous mes tests. Et c'est moi qui choisis ce que j'ai mis, dans quel ordre. Et je peux très bien utiliser des tests pour tout le corps d'un coup si je veux.
pour que ça aille très vite. Et je vais tous les enchaîner et ça va enregistrer dans chaque test les valeurs. Donc là, par exemple, j'ai choisi 4 tests. Un test coude tendu en supination, un test coude tendu en pronation, un test en full can, donc pouce vers le haut, et un test en rotation latérale en R3, avec le coude à hauteur de l'épaule comme ça. Donc je vais vous montrer ça. Donc là, je me suis fabriqué un petit système pour avoir du coup un point fixe. Alors, je vais juste allumer le dynamomètre. Tac. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours bien. Donc voilà. Donc là, j'ai créé un point fixe au sol. Donc, que ce soit sur un appareil de muscu, ce que vous voulez. Vous pouvez avoir un point fixe au sol, une sangle rigide qui est accrochée à mon dynamomètre qui est en bas, et en haut une poignée pour avoir une prise un peu plus confortable que juste attraper la sangle. Et une fois que j'ai ça, j'ai un point fixe et je vais calculer la force que je peux mettre sur différentes positions. Ce qu'il faut, c'est être reproductif sur la position du patient. Donc, je vous demanderai d'avoir les omoplates serrées dans le dos. Avancer un peu. Je vais juste tourner un peu la caméra. Check. Voilà. Un peu mieux. Donc, ce qu'il faut, c'est être reproductible, avoir une position qui est tout le temps fiable. Donc là, je vais commencer. Je vais enchaîner les 4 tests. Pour que ça soit un peu plus rapide, j'ai fait une seule répétition par test. D'habitude, j'en fais au moins 2, avec du repos entre chaque. J'enchaîne à chaque fois droite et gauche, et j'enchaîne les 4 tests. Donc, vous pouvez voir, j'appuie juste sur commencer. J'attends que le dynamomètre est connecté. Là, j'ai posé à chaque fois la jambe opposée au bras, placer le bras gauche que je viens tester, et je viens tracter vers le haut, et je maintiens, j'ai choisi de travailler sur 6 secondes de contraction. Et au bout des 6 secondes, je relâche. Je me suis laissé 20 secondes de repos. J'aurais pu enchaîner sur une deuxième ou une troisième contraction du même côté. Là, pour aller un peu plus vite, je vais enchaîner de l'autre côté. Donc là, je me mets de l'autre côté. Je mets la main à l'aplomb de la fixation au sol. Mon bras et mon avant-bras bien tendus. Et au niveau de l'épaule, je me retiens bien droit. Je serre les omoplates dans le dos. Et je viens tirer vers le haut. Je crois que je me suis trompé. J'aurais dû commencer par suppi, là, j'ai en pronation. En inversant. Voilà, donc ça c'était le premier exercice. C'était censé être en suppi et en pronation, donc là je vais passer une pronation ensuite. Donc deuxième exercice, c'est exactement la même chose, sauf que je change ma position de main. Et donc on aura les résultats de tous les exercices à la fin. On va commencer par la gauche. En pronation ensuite. Allez. Donc là, coude bien tendu, à hauteur d'épaule, je pousse vers le haut. 6 secondes de contraction, et je fais de même de l'autre côté. Coude bien tendu. Voilà, et c'est parti. Ensuite, je passe sur un troisième test. Là, je fais un test en position neutre, donc le pouce vers le haut. Donc, les deux premiers, forcément, dans la littérature, ils sont décrits sur certains moments. Là, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher plusieurs positions dans lesquelles je risque de reproduire la douleur du patient et de voir s'il y a une évolution au cours du traitement et si la force que je peux développer sans douleur sur ces différents tests, elle évolue. Donc, là, main gauche. La main gauche, pouce vers le haut et je viens tirer. Hop, je change de main. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc voilà, sur ce type de test, c'est assez reproductible. J'ai pas trop de biais qui sont possibles. Comme j'ai un point fixe et que je travaille sur quelque chose qui n'est pas moi qui résiste, je sais que la force que j'enregistre, c'est forcément la force que moi je développe. Et je suis bien orthogonal par rapport au plan. Là, vous voyez en direct à chaque fois les deux courbes qui se superposent pour avoir un déficit d'un côté par rapport à l'autre. Hop là, le dernier test, c'est un test sur les rotateurs. Donc là, je vais me positionner comme ça.
Je mets mon coude à hauteur. On va fléchir à 90 degrés et je viens pousser vers le haut. Je me redresse bien, je serre mes omoplates dans le dos. Ok. Et je fais la même chose de l'autre côté. Toujours la main à la pointe de la fixation, le coude à hauteur d'épaule. Je fais les deux côtés pareil. Ok, voilà, j'ai fait mon petit protocole. Donc, vous allez pouvoir voir les résultats de l'ensemble du protocole avec donc, les forces max et les forces moyennes, le déficit du coup qui est calculé en fonction de ça, sur les 4 tests que j'ai faits. Je peux avoir plus de précision si je clique sur chaque test individuellement. Donc, je vois les courbes. Bon, voilà, c'est pas forcément évocateur de quelque chose, vu que je parlais en même temps et que je n'étais pas à fond. Mais voilà, ça vous donne la répétition. Il y aurait eu les plusieurs courbes des différentes répétitions si j'avais choisi de le faire sur plusieurs répétitions. Et j'ai du coup les 4 tests là, qui se suivent. Je peux en faire un résumé que je peux exporter en format PDF directement. Et si je veux le mettre au dossier du patient ou l'envoyer ensuite avec l'évolution, je peux l'envoyer directement au chirurgien ou au médecin ou au club de sport qui est suivi par le sportif. Donc voilà, pour ce type de test-là. Ensuite, à partir des résultats du test, par exemple, là, je peux partir sur le premier exercice que j'ai fait, sur l'exercice en suppi bras tendu. Je vais avoir des valeurs de force là, qui sont données. Et si je veux travailler ensuite sur mes exercices, hop, je suis dans mon profil. Si je veux travailler dans les exercices, je peux retrouver. Donc là en haut, vous avez les différents types de capteurs qu'on peut utiliser. Donc là, j'utilise le link, là, c'est le mousqueton avec les deux petites accroches. Si je veux utiliser le link, là par exemple, je vais retrouver l'exercice là, qui est ici à droite, le test en suppi bras tendu avec le link. Et je peux choisir si je veux le travailler par exemple sur des répétitions ou en isométrique. Ça, c'est 2 types d'exercices que je peux faire. Si je choisis de le travailler en répétition, je vais avoir du coup à choisir le nombre de répétitions, le temps de repos que je vais faire. Si je veux choisir en isométrique, là, ce qui est intéressant, c'est qu'il va calculer automatiquement par rapport au bilan qui a été fait à combien de kilos correspondent mes 100% ou à combien de kilos correspondent mon 80%. En tout cas, ce que je veux choisir. Là, il n'y avait pas de grosse différence sur cet exercice-là au niveau de mon bilan, donc il n'a pas changé de droite de gauche. Donc peut-être ici, il l'a changé. Donc là, parce que je n'avais pas validé sur la droite. Donc là, vous voyez que si je suis à 100% sur mon épaule droite et à 100% sur mon épaule gauche, ça correspond tout à l'heure au bilan que j'ai été fait. Donc si mon bilan évolue, le pourcentage de force max va évoluer ensuite sur mes exercices. Donc ça sera fait mise à jour en direct. Donc là, par exemple, je vais vous montrer un exemple je vais faire que l'épaule gauche et je vais travailler à 70% par exemple de ma force. Je vais le faire sur 15 secondes, j'aurai 10 secondes de repos et je vais le faire 2 fois. Hop. Donc là, je peux soit faire un exercice comme je l'ai fait tout à l'heure avec une sangle, soit je peux changer mon outil de travail et choisir de travailler avec un élastique. Donc là, j'ai juste à retirer ma sangle, à mettre un élastique à la place. Tac. Je vais reconnecter mon dynamo. Et ensuite, j'ai juste avancé l'exercice. Et je vais faire là, donc, un travail statique, par exemple, où je vais avoir une zone de cible qui est à 70% de ma charge au maximum. Je vais remettre dans la même position. Donc là, je suis parti sur un exercice en supination. Donc, il suffit que je le mette en supination. Ici. Le bras tendu, après, je peux le mettre à la hauteur de l'épaule. Ici. Et je viens travailler avec mon élastique pour reproduire l'exercice qu'on a fait tout à l'heure. Et ça va quantifier la charge que j'aurai à faire. Donc là, je vais venir tirer vers le haut. Voilà. Et essayer de me maintenir
dans la zone en vert, qui correspond à 70% de ma charge max. Mais là, comme je suis sur un travail de 15 secondes, forcément, c'est un peu plus dur que 6 secondes. 10 secondes de repos, et je recommence. Donc voilà pour un travail en endurance, par exemple, qui prend en compte les résultats, les résultats du test qui a été fait tout à l'heure. Si je veux le travailler en répétition, c'est le même principe. Là, je choisis le mode de répétition, par exemple. Je vais cibler sur 6 répétitions. Ah. Et ça va enregistrer ensuite voilà, chaque répétition que je fais avec la charge maximum et la charge moyenne. Après, c'est à vous de donner à votre patient les consignes, s'il doit rester en contraction 3, 4, 5 secondes. S'il a un temps de repos entre chaque répétition, j'ai effectué les 6 répétitions. Je peux travailler sur un exercice dynamique comme ça. Vous m'entendez bien toujours là? Des questions. Il y a une version avec fil et non Bluetooth. Non, pas que je sache. En tout cas, pas sur ces modèles-là. Pour évaluer le déficit de force, le déficit sur différents modes. Il existe des unités de force selon le dynamomètre en kilogrammes. Là, toutes les unités sont en kilogrammes. L'application requiert-elle un abonnement? Non. Je ne crois pas. Les 70% par rapport à la valeur test, car avant que tu mettes 60% à droite et à gauche, c'était écrit des pourcentages différents entre droite et gauche. Ouais, c'est 70% par rapport à la valeur test de ce côté-là. Alors, donc dernier exemple que je peux vous faire, c'est un petit exemple sur le biofeedback dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc là, je vais choisir un mode où je travaille toujours sur l'élévation. Et donc j'ai deux exercices que je peux faire. Là, toujours pareil, je peux choisir la charge que je cible. Par exemple, je ne vais pas trop me fatiguer. Je vais mettre ça sur 4 kg. Je choisis un niveau de difficulté dans le jeu et je peux lancer le mode de jeu comme ça. Et donc, ça sera en travaillant en contrôle moteur. Je vais contrôler un personnage qui se déplace et je vais devoir aller chercher au fur et à mesure des diamants ou des pièces, je ne sais plus. Donc là, en supination, toujours. Voilà. Et plus je tire fort, plus ça fait descendre le plongeur. Et je dois rester. Donc là, pareil, un travail un peu plus ludique en contrôle moteur, un travail en endurance, si je choisis de le faire en endurance. Ça peut être un peu plus court, un peu plus long, avec plus de difficultés pour aller en bas. Ça, je peux régler tous les paramètres. Mais surtout, le but, c'est de travailler sur le muscle de façon un peu différente. Ce qui peut être d'ailleurs correspondre un peu plus à l'activité qu'il aura dans la journée. Parce qu'on est rarement sur du travail sur un certain nombre de répétitions avec un certain nombre de contractions bien ciblées. On est plutôt sur un travail continu qui varie et qui n'est pas forcément prévisible à l'avance. Donc ça, ça va être assez intéressant de travailler là-dessus. Dernière petite diapo et ensuite on peut répondre aux questions. Alors, tac. Ça, partager. Alors, c'est juste pour un dernier petit exemple. Forcément, ça continue. Alors, mince. Voilà, c'était pour ceux à qui ça parle, pour parler d'un autre exemple d'utilisation que j'ai trouvé à l'utilisation du dynamomètre connecté. C'est pour le BFR, pour ceux à qui ça parle, c'est le travail en restriction de flux sanguin, qui permet de diminuer en fait les contraintes nécessaires du travail pour de l'hypertrophie, par exemple.
ou pour de l'endurance ou de la force. Et donc, pour calculer ces 20% nécessaires au travail sous BFR, c'est souvent un peu compliqué, surtout si on veut faire sur des exercices un peu fonctionnels, typiquement avec un élastique. Et ben là, c'est possible. C'est-à-dire que je viens connecter mon dynamomètre à l'élastique, je viens l'accrocher dedans, et ça me permet de calculer la force par rapport à sa RM que j'aurais calculé précédemment, et de voir quel type d'élastique je vais utiliser pour être à 20% de sa charge et travailler sur la bonne cible de poids par rapport à l'élastique. Donc voilà pour toute la présentation. On va pouvoir revenir tranquillement sur les questions. Je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire. Pour ceux qui ont encore des questions, vous pouvez continuer de regarder. Je vais prendre le temps, on a le temps de rester là. Pour ceux qui veulent le revoir, encore une fois, c'est sur YouTube Kiné Vidéo, je vais la diffuser prochainement. Sinon, sur la page Facebook de K-Invent ou de YouTube de K-Invent, je pense qu'elle sera aussi disponible. Merci à tous. Et puis, je vais répondre aux questions progressivement, parce qu'il y en avait pas mal en attente. OK. Encore une fois, merci à tous. Et puis, à bientôt, peut-être sur des formations ou des terrains de sport, j'espère, quand tout ça sera fini, dans des circonstances un peu plus agréables. OK, je vais reprendre au tout début les questions. Alors, voilà. Tiens, j'ai répondu à la question tout à l'heure, mais les positions sur mes tests, je les fais vraiment en fonction du confort du patient. Il faut que ça cible quand même bien l'articulation et le tissu qui a été lésé pour que ça le mette en contrainte. Mais après, le but, c'est que ce soit le plus reproductif possible et que ce soit relativement confortable pour le patient. Et après, je ne choisis pas forcément de le mettre en bout de chaîne, c'est que je faisais les deux. Je faisais en bout de chaîne et en genou fléchi pour les adducteurs. Et après, pour l'épaule, je trouve ça quand même plus pratique sur le poignet que sur le coude. Pour Benoît, est-ce que vous pensez que la force que vous... Ouais, on a déjà répondu à la question. Ça, c'est la même. Ça, c'est fait. Alors, Romain F, existe-t-il une compatibilité passerelle avec un logiciel de bilan kiné via le logiciel de gestionnaire du cabinet? Pas que je sache, il faudrait poser la question directement à K-Invent. Je n'ai pas la réponse à la question, mais pas que je sache. Mais après, l'interface PDF est déjà pas mal pour des bilans. Tac. Alors, pour les bilans, le travail excentrique, c'est compliqué de faire du dynamique, mais ça ressemblerait un peu à un break test en fait, mais c'est pas vraiment réalisable de faire de l'excentrique avec un dynamomètre manuel en étant sûr de pas influencer avec la pression qu'on met. C'est assez compliqué d'être précis là-dessus. Au niveau l'essai de matériel, il faut se rapprocher de K-Invent. Je sais pas pour ce matériel-là, en tout cas, j'ai pas de réponse à donner là-dessus. Je travaille pas pour eux. De rien. Alors, intérêt d'apporter un biofeedback visuel via le K-Invent intéressant dans la prise en charge des tendinopathies pour une approche pelliquive. Oui, ça, je lui ai répondu, je pense, par ma démo. Dynamique, non, ça, c'est pas. S'il y a des gens qui veulent parler en direct avec moi, c'est possible aussi que je les ajoute. Je vais prendre les questions à partir de la fin. Les coureurs à pied, il y a parfois des douleurs de mollets sans lésion anatomique. Les muscles solaires sont bien souvent faibles à utiliser une valeur de référence du solaire chez les coureurs à pied. Non, je n'ai pas d'idée de valeur de référence, Yannick. C'était pour voir si c'était lié plutôt à un déficit de force, par exemple. Si c'est bilatéral, on est bien embêté. Si c'est unilatéral, je peux comparer à l'autre côté. Mais je n'ai pas de valeur de référence. Après, je pense que ça peut se faire assez facilement. Si tu as plusieurs coureurs sous la main, tu peux déjà avoir une idée de s'il est vraiment déficitaire ou pas en comparant aux autres. Après, forcément, les schémas moteurs d'un coureur par rapport à l'autre, c'est assez différent, notamment suivant leur attaque sur le pied.
Voilà, je sais pas d'autres. Ouais, voilà. Parce que Henri, ouais, c'est ce que je voulais dire aussi. C'est que ça dépend vachement de la façon dont ils courent. Donc, difficile. Après, si tu as étudié leur façon de courir, qui courent à peu près de la même façon, ça peut te donner un ordre d'idée. Mais sinon voilà. Que contient exactement alors, il y a une question là sur les différents accessoires. Il y en a un certain nombre. Moi, j'ai juste le dynamomètre manuel et le link là, que je vous ai montré juste avant. Je crois qu'il existe des outils pour le serrage. Il existe des plateformes comme des plateformes Podo qui calculent la répartition droite-gauche. Il y a des outils qu'on peut fixer sur des machines pour avoir un point fixe. Et je dois en oublier. Je n'ai pas tous les outils en tête. Faut se rapprocher du site K-Invent si ça vous intéresse là-dessus. Comment travailler le profil force-vitesse pour quantifier la charge musculaire dans des athlètes, le surélévateur sportif, c'est très important. Alors, j'ai pas compris exactement ta question, Georges, je sais pas si tu es encore là. Encore là, Georges. Ouais, si tu peux préciser un peu ta question. Ou éventuellement, si tu veux que je te donne la parole, hein, je peux te donner la parole. Essaie de me parler peut-être dans le chat, ce sera peut-être plus simple pour répondre à cette question-là. Voilà. Tac, converser. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu? Unité de force est variable selon les dynamomètres. Là, c'est toujours en kilogrammes. Pour Yannick. Henri, pour la question sur l'autonomisation du patient, si, j'ai monté pas mal de vidéos où on peut autonomiser le patient. Là, j'étais à côté parce que je suis le même et il n'y a pas de. Si le patient a compris comment marchait le logiciel et qu'il a compris ses valeurs cibles, on peut complètement autonomiser le patient sur ce type de travail-là. Après, pour le testing, oui, effectivement, il faut être à côté parce qu'il faut s'assurer qu'il est dans la bonne position, que c'est bien reproductible. Ah, à domicile. Ah ouais, à domicile, ouais. Sauf s'il a des sous pour investir là-dedans. Mais tu peux, par exemple, sur des exercices assez simples, si tu as quantifié, par exemple, la force exercée par le patient quand il tracte un certain type d'élastique ou un élastique d'une couleur bien précise, tu peux lui dire que pour l'instant, il doit travailler avec cet élastique-là. Et ensuite, une fois qu'il s'en à l'aise dessus, tu peux passer sur un élastique d'une résistance un peu plus importante que tu as quantifié avec lui, jusqu'à quelle hauteur du mouvement il peut aller ou quel écartement c'est avec les jambes. Tu peux travailler aussi sur des positions de gainage plus ou moins difficiles en quantifiant avec des plateformes de force la contrainte que tu mets sur l'articulation, ça c'est possible. Donc effectivement, tu peux pas leur prêter ton matériel pour l'emmener à domicile, mais tu peux être un peu plus précis quand même que ce qu'on fait habituellement en utilisant ce type de stratagème. Y a-t-il des protocoles d'exercice en fonction des pathos ou des résultats obtenus au test? Il y a forcément, c'est une question de Kevin, il y a forcément des protocoles d'exercice en fonction des pathos, oui, parce que je ne vais pas faire les mêmes exercices à toutes mes pathologies. Et les tests que j'ai faits seront plus ou moins marquants au niveau du déficit. Donc, effectivement, je vais ensuite m'orienter vers des remises en contrainte sur les tests qui auront le plus de déficits. Par exemple, si je compare droite-gauche. Donc oui, forcément, je vais adapter là-dessus. Après, il faut faire attention à est-ce que le déficit que je retrouve, est-ce qu'il est lié forcément à une contrainte du tissu ou est-ce que c'est le corps qui n'est pas encore dans de bonnes dispositions pour travailler correctement et donner le maximum de la force que le muscle a vraiment. Mais en fait, si biomécaniquement, par exemple, ça ne fonctionne pas bien,
Ça peut être juste ça qui crée ce déficit. La plateforme Human Balance, il existe des protocoles de tests posturaux. Existe ce genre? Ouais. Si c'est une plateforme qui mesure le poids que tu mets sous toi, Romain, ça existe. Ouais. Il y en a une, je l'ai vue une fois, mais je l'ai pas parti, je l'ai pas moi au cabinet, mais je l'ai vu une fois et ça a l'air pas mal. Tu peux tester comme ça pas mal de choses, notamment sur l'équilibre sur les squats, et tu peux aussi faire des exercices de contrôle moteur avec un peu le même genre d'exercice que j'ai fait tout à l'heure en direct sur l'épaule. Tu viens déplacer un bonhomme par exemple en appuyant plus ou moins à droite ou à gauche sur la plateforme. Je ne sais pas si j'ai répondu à tes questions. Avez-vous les valeurs de référence sur vos tests d'épaule? Pour savoir si la force des rotateurs externes est trop faible de façon bilatérale. Je sais que ça existe, mais en RM. Rotateur externe, encore une fois, je connais pas les valeurs. Je travaille assez peu par rapport aux valeurs de référence. Je me fie vraiment surtout aux symptômes et à leur évolution. Les valeurs de référence, je les ai, mais sur des tests isocinétisme. Bon, j'ai la chance d'avoir aussi un appareil ISO dans la clinique où je bosse, donc j'ai les valeurs de référence sur les tests isocinétisme, mais c'est pas reportable sur un dynamomètre. Donc non, j'ai pas de valeur référence pour du statique. Hop là, je dirais s'il y a encore du monde qui est là. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Je répondis sur la remarque précédente. L'avantage des différentes formes d'exercice, force ou contrôle moteur, est de savoir si le déficit est moteur, force ou les deux. Oui, effectivement. Tu peux, Sébastien, tu peux avoir au final un déficit de force qui est minime et te retrouver avec un patient qui est incapable de suivre un exercice de contrôle moteur. Et donc là, ce ne sera pas une pathologie a priori de sursollicitation, mais plus quelque chose de l'ordre de la coordination et du contrôle moteur, et donc de la rééducation plus motrice et de contrôle moteur. Donc ouais, c'est complètement quelque chose que tu peux identifier grâce à ce type de test. Et c'est assez intéressant là-dessus, c'est ce que j'avais mis, je crois, dans une diapo, c'est que ça te multiplie en fait les possibilités de tests et les unités de tests surtout. On ne fait pas des unités que de force, mais tu peux faire des unités de contrôle moteur et une progressivité sur ton contrôle moteur. Donc ça, c'est assez intéressant. Et si possible, d'essayer le matériel. Ça, il faut se rapprocher de la marque, ou alors venez à mon cabinet quand ça sera ouvert. Je suis à Clean Alliance à Villiers-sur-Orge. Je peux vous faire une démo, il n'y a pas de problème. Vous pouvez me contacter sur Facebook ou sur Instagram pour faire des essais, il n'y a pas de souci là-dessus. Ce qui permet de planifier et de répartir le type d'exercice de manière. Je ne sais pas la question. Oui, ouais, Sébastien, ouais, c'est exactement ça. Suivant le besoin de ton patient, tu peux orienter vers un exercice plus, enfin des programmes d'exercice plus vers le contrôle moteur ou plus sur le développement de la force ou le développement de l'endurance ou le développement de ce que tu veux, dans un but d'améliorer les symptômes du patient. Après, il faudra toujours retester ton patient sur les différents tests que tu auras fait pour voir s'il y a une évolution. Ah ouais, dans le sud-est, ça va faire un peu loin. Je crois qu'ils sont à Montpellier, qu'à Invent, donc tu peux te renseigner auprès d'eux, peut-être qu'ils peuvent te faire un essai. Ouais. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-il pour toi qui revient? Ouais, ça j'ai répondu. J'ai répondu. Je remonte un petit peu, peut-être que j'avais oublié des trucs. Bon, je pense que j'ai répondu à tout.
Le profil force-vitesse, c'est une mesure au niveau de l'entraînement pour regarder les mouvements fonctionnels. Ouais, alors j'ai jamais utilisé dans ce type de test. Je pense que ça doit être jouable avec des élastiques. Tu dois pouvoir, mais à mon avis, c'est pas l'idéal. Il faut plus prendre quelque chose comme un auto-jump ou des choses qui calculent l'explosivité globale. Parce que sur ce type de profil-là, c'est pas un muscle en particulier, mais plutôt un schéma moteur que tu vas tester, il me semble. Donc, d'avoir quelque chose comme un temps de suspension sur l'auto-jump, ce sera peut-être plus intéressant pour un profil de force-vitesse que d'isoler un groupe musculaire en particulier. Après, sur un élastique que tu connectes au dynamo, tu peux ensuite avoir des réponses à tes questions sur est-ce que le muscle a une vitesse de contraction acceptable ou pas. J'avoue que je l'ai jamais utilisé comme ça, à creuser, effectivement, mais ça me paraît peut-être un peu compliqué si on n'a pas de notion de vitesse de déplacement du matériel comme sur un ISO par exemple. Mais pourquoi pas. Je sais pas si, du coup, j'ai pas répondu à ta question, mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Georges. Merci, Kevin. Merci, Sébastien. Smart Coach, on utilise. Smart Coach, on utilise au Sud-Amérique. Je connais pas, Smart Coach. Check. Bah voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, de rien, Tibet. Je reste encore 5 minutes pour ceux qui ont des questions, mais sinon, je vous souhaite une bonne fin de journée. Pour ceux qui... Ouais, on peut se parler sur Instagram, pas de problème, Georges. Tac. Je sais pas encore, Nico. Je sais pas ce que je mange ce soir. Et toi? Tu me fais un cours en live de cuisine? Ah, il y a une question. Tac. Peut-on faire des analyses de saut avec les plates? Bonne question, je sais pas. Je les utilise pas. Je pense que non. Je pense que non, parce qu'à mon avis, c'est pas fait pour sauter dessus. C'est plutôt des capteurs type OctoJump qu'on utilise pour ça, mais peut-être que je me trompe. Je sais pas. Je vais demander, je crois qu'il y a Benoît qui doit être encore en ligne. Je vais lui laisser la parole un peu si vous avez des questions pour lui. Ah oui, bah, il m'avait déjà envoyé un message. Je vais le reconnecter. Comment on fait déjà? Participant. J'arrive, Benoît, je te redonne la main. Conférencier. Ok. Benoît, tu peux parler normalement si tu es encore là. Tu réactives ton micro. Bonsoir à tous. Je vois qu'il reste encore quelques participants. Merci à tous pour avoir écouté ce webinaire de Paulin. Merci à Paulin également pour cette belle présentation. Vous m'entendez? Ouais, moi je t'entends. Donc, je t'entends. Nickel. J'ai vu quelques questions là, notamment sur les analyses de saut. Oui, les analyses de saut sont possibles avec les K-Force Plates. Alors, pour me présenter rapidement, je suis le chef de produit de Kinvent. Les analyses de saut sont possibles avec les K-Force Plates. Elles permettent d'obtenir tous les paramètres
de saut, c'est-à-dire connaître la distribution sur l'impulsion. On va s'attarder sur des données comme la force explosive entre la jambe gauche et la jambe droite, également la poussée entre la jambe gauche et la jambe droite, la force max de poussée sur le sol. Donc voilà le type d'analyse qu'on peut obtenir. On a donc un test de squat jump et de counter movement jump. Donc potentiellement, on pourrait déterminer des profils force-vitesse. J'ai vu une question passer tout à l'heure sur les profils force-vitesse. Voilà. Également, peut-on faire des Nordic tests? Oui, tout à fait. Donc avec deux muscle controllers, on a des accessoires qui permettent de mettre les muscle controllers sur des barres de musculation standard. Qui permettent d'obtenir une distribution de force entre les deux ischio-jambiers. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, ça va. Bon. Très bien. Je pense qu'on va pouvoir rendre l'antenne. Ouais, je pense aussi. Dépêchez-vous si vous avez encore des questions. Parce que... Bon, bah écoutez, bonne soirée à tous. Et puis, de toute façon, Benoît, lui, il est dispo, je pense, soit sur son adresse mail, soit sur K-Invent. Tout à fait. Sur ma page Insta. On va nous contacter sur les réseaux sociaux et également sur l'adresse d'information du site internet. Et pour ceux qui n'ont pas pu participer parmi vos proches et qui veulent le revoir, ça sera disponible du coup sur les chaînes YouTube Kiné Vidéo, K-Invent et sur le Facebook de K-Invent. Au revoir. Au revoir.